Pourquoi sommes-nous si réactifs de nos jours? Nous sommes tellement concentrés sur le fait d'être occupés que nous oublions de prendre le temps de planifier. Quand tu te maries, tu as un plan de divorce, que tu le saches ou non. Quand tu te maries, 50% des premiers mariages en Amérique se terminent par un divorce en moins de 7 ans. Ce n'est pas seulement une avocate, c'est la personne qu'on appelle quand tout est en jeu. Michelle May O'Neill est une avocate renommée en droit de la famille, reconnue pour sa capacité à gérer avec brio les défis émotionnels et juridiques des divorces, gardes d'enfants et litiges complexes sur les biens. Aux États-Unis, un mariage dure en moyenne 7 ans. Au-delà, vous défiez les statistiques. Une assurance mariage peut être nécessaire. Avant le mariage, il est primordial de discuter des finances. Parce que si vous ne le faites pas, alors vous aurez un problème dès le tout début du mariage. Partenaire fondatrice d'O'Neill Wizocki, sa stratégie affûtée et sa présence au tribunal font d'elle une voix de confiance pour ses clients lors des moments les plus critiques de leur vie. Quand d'autres hésitent, Michelle s'engage et elle ne fait que commencer. Très souvent, vous entendrez des gens dire que l'argent ou les finances sont l'une des principales causes d'échec d'un mariage. Je ne le crois pas forcément. Je pense que c'est le résultat d'un manque de communication. Tout ce que nous possédons, c'est du temps. La façon dont nous le passons, voilà notre véritable richesse. Michelle, l'une de mes citations préférées que tu as dites, je pense qu'elle reflète ton travail aussi bien dans le droit de la famille et au tribunal du divorce que dans une partie du travail que tu fais avec les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises qui doivent faire face à ces situations de droit familial. Je négocie mon divorce avant même de m'être marié. Et j'adore cette citation parce qu'elle met en avant l'importance d'être proactif. Donc je pense que c'est juste un petit exemple de la façon dont on réfléchit. La réussite dans les affaires et les situations compliquées dépend de la proactivité. À quel moment avez-vous réalisé l'importance d'être proactif dans tous les domaines de la vie? Sans vraiment savoir que j'étais en train de l'apprendre, je l'ai appris de mon père. Mon père était entrepreneur. Il était ce qu'on appellerait de nos jours un entrepreneur en série. Il possédait beaucoup de petites entreprises différentes. Il possédait des magasins de disques et de cassettes à l'époque où nous avions des albums vinyles et des cassettes audio. Il a traversé toutes les différentes versions de la musique dans les années 70 et 80. Il possédait aussi une entreprise de construction de réseaux souterrains ainsi que beaucoup d'autres petites entreprises. Mais quand j'étais jeune, il me présentait différents problèmes d'affaires auxquels il faisait face. Et à l'époque, je pensais qu'il voulait vraiment mon avis, et peut-être que c'était le cas. Mais maintenant, je sais qu'il était probablement en train de m'éduquer, de me tester, de m'apprendre à réfléchir et à penser de façon stratégique. Il n'utilisait pas le mot stratégie ou pensée stratégique, mais il m'apprenait à analyser les informations, à réfléchir à un problème et à ne pas penser seulement à la prochaine étape, mais à 5 coups d'avance pour analyser les répercussions d'une décision, comment elle affecterait l'entreprise, les employés ou les clients. Ou tout ce qui se passait dans l'entreprise en pensant aux décisions à long terme, pas seulement à court terme. Et vous savez, c'était vraiment une leçon de vie qu'il m'a apprise, je ne sais pas, depuis mon plus jeune âge, à l'école primaire, au collège. Et c'était quelque chose que, vous savez, le fait que mes 2 parents soient entrepreneurs, ça m'a influencé dans la prise de décision, que ce soit pour choisir un petit ami, pour des petits drames de jeunes filles, ou pour vous savez, nous avons ce problème dans notre entreprise et il m'encourageait à participer à cette prise de décision. Et je pense que tout d'abord, ton père est quelqu'un de très intelligent de t'avoir impliqué très tôt dans les discussions d'affaires. J'apprécie cela. Mais je pense que la plupart des gens, surtout à notre époque, il semble que tout le monde réagit toujours à tout. Et toi, ton domaine d'expertise est tellement diversifié, n'est-ce pas? Parce que tu as passé, je regarde un peu ton curriculum vitae en droit de la famille, qui compte environ 175 affaires en appel, 4 plaidoiries devant la Cour suprême.
et on voit que tu as beaucoup d'expérience et que tu as fait pas mal de choses. Mais même dans ce domaine, tu travailles avec tout un tas de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, des personnes fortunées, très fortunées, parce que ce sont ces gens-là qui essaient de comprendre leur vie et leurs relations. Et que ce soit dans les relations ou dans les affaires, j'ai l'impression qu'un bon nombre de personnes, pas tout le monde, certains planifient leurs actions, mais je pense qu'une bonne partie des gens sont assez réactifs et ne réfléchissent pas à 5 coups d'avance. Et je pense que ça rend la vie simplement plus difficile qu'elle ne devrait l'être, que ce soit dans les affaires ou à la maison, dans tes relations. Pourquoi est-ce qu'on est si réactif? Pourquoi? Parce que quand tu le dis, tout le monde va se dire « oui, c'est sûr ». Il est logique de planifier la relation et de négocier. Je veux comprendre l'origine de cette idée. J'ai négocié mon divorce avant mon mariage, ce qui reflète une mentalité stratégique. Pourquoi sommes-nous si réactifs aujourd'hui? Vous savez, je pense qu'on est juste tellement occupés. Je pense qu'on est toutes tellement occupés qu'on se concentre sur la prochaine chose occupée qu'on doit faire. On réagit à la prochaine chose qu'on doit faire. On est tellement concentré sur le fait d'être occupé qu'on oublie de s'arrêter et de planifier. Et on ne prend pas le temps de s'arrêter et de planifier. Que ce soit votre mariage, que ce soit votre divorce, que ce soit votre année, votre vie, votre entreprise, la vie de vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants à long terme sur n'importe lequel de ces sujets? Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter et d'avoir ce que nous appellerions techniquement une réunion stratégique, mais nous ne sommes pas obligés de l'appeler comme ça, vous savez. Nous sommes tellement occupés à réagir à la vie que nous ne sommes pas proactives. Et je pense que, du moins pour moi, la stratégie est simplement un sujet dont on ne parle pas assez, vous savez. Quand vous me demandez de négocier votre divorce avant même de vous marier, cela vient du concept de planifier votre contrat prénuptial. Et beaucoup de gens pensent que les contrats prénuptiaux sont simplement un sujet tabou. Ils le sont. Certaines personnes, ils sont un peu superstitieuses à propos des contrats prénuptiaux. Vous savez, elles pensent que c'est quelque chose de très controversé. Ma réaction à cela, c'est que vous avez une assurance vie, vous avez une assurance santé, vous avez une assurance automobile. Je veux dire, c'est un peu... Comme une assurance professionnelle. Vous avez une assurance professionnelle. L'assurance. C'est un peu comme une assurance mariage. Vous espérez ne pas en avoir besoin, mais vous l'avez. Quand vous vous mariez, vous avez un plan de divorce, que vous le sachiez ou non, quand vous vous mariez. Et c'est la loi de n'importe quel État. Si vous divorcez, il y a un plan pour votre divorce. Que voulez-vous dire par un plan de divorce? C'est la loi de l'État. Il y a des lois qui dictent comment votre divorce va se dérouler. Si vous divorcez, tout ce qu'un contrat prénuptial fait, c'est vous permettre de contrôler comment votre divorce va se dérouler, au lieu de laisser la loi décider de la façon dont votre divorce va se dérouler. Donc, vous savez, cela vous donne un certain contrôle là-dessus et vous pouvez négocier cela à l'avance. Et si vous voulez avoir ce genre de contrôle, tant mieux pour vous. Si vous ne le souhaitez pas et que vous voulez simplement laisser la vie vous arriver, c'est votre prérogative et vous pouvez y réagir ou être proactive et vous savez, c'est très bien. J'ai eu une mentor une fois qui appelait ça la danse de l'autruche. Vous savez ce que c'est la danse de l'autruche? La danse de l'autruche? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est génial ça. Parce que tu n'es pas du Texas. Donc, la danse de l'autruche, c'est quand tu mets ta tête dans le sable. Vous avez du sable ici à Miami, alors tu mets ta tête dans le sable et tu remues tes fesses et tu appelles ça danser. Donc, voilà, c'est essentiellement ignorer la réalité, n'est-ce pas? Donc, tu peux faire la danse de l'autruche et ignorer la réalité. Et la réalité, c'est que dans le mariage, un premier mariage, environ 50% des premiers mariages en Amérique se terminent par un divorce. En l'espace de 7 ans.
un deuxième mariage, près de 75% d'entre eux finissent par un divorce. Est-ce parce que les gens sont déjà habitués à traverser le premier? Je veux dire, ce sont juste les statistiques. Est-ce que ces chiffres augmentent ou diminuent? Les statistiques disent que maintenant ces chiffres diminuent, mais pas pour les raisons que vous pensez. Ce n'est pas parce que les gens sont plus engagés dans le mariage d'une manière ou d'une autre. En réalité, c'est le contraire. C'est parce que les jeunes aujourd'hui sont en fait moins engagés dans le mariage. En réalité, ils ne se marient pas. Oh mince, ce n'est pas bon non plus. En réalité, ils sont simplement plus désenchantés par le mariage et préfèrent vivre ensemble sans se marier. Parce qu'ils ont vu ce qui se passe si leurs parents ont divorcé et je suis sûr que tu le vois parce que tu t'occupes des relations, mais je n'arrive pas à imaginer que l'environnement actuel des réseaux sociaux, et je suis sûr que OnlyFans et toutes ces autres choses qui donnent l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, je suis sûr que rien de tout ça n'aide non plus. Eh bien, ça n'aide pas. Tu sais, il y a un éloignement des croyances religieuses, des valeurs morales, ce genre de choses. Donc, tu sais, une grande partie du concept du mariage est basée sur des croyances religieuses. Donc, les jeunes ne sont pas aussi attachés aux croyances religieuses. Donc, ils n'y croient pas. Tu sais, ils ne croient pas forcément à la longévité d'une relation. Alors, pourquoi se marier si c'est juste pour divorcer? Tu sais, donc, si on accepte la réalité que malheureusement, les chances, les statistiques sont contre toi. Et la durée moyenne d'un mariage aux États-Unis est de 7 ans. Donc, si tu dépasses les 7 ans, tu bats les statistiques, alors tu pourrais avoir besoin d'une assurance mariage. Et c'est là qu'intervient le contrat de mariage. Et c'est là qu'intervient le contrat de mariage. Donc, tu sais, si tu as ces conversations difficiles dès le départ, un avocat spécialisé en divorce te dirait que tu auras probablement plus de chances de réussir sur le long terme. Et la façon dont je vois les choses, c'est que tu peux négocier cet accord prénuptial. Tu peux établir les règles qui s'appliqueront à toi. Là, on ne parle pas des enfants. Tu peux lire plein d'articles absurdes sur des choses ridicules que les gens mettent dans leurs contrats prénuptiaux, du genre « si tu prends plus de 25 kilos, alors j'obtiens la garde des enfants » ou des choses aussi bêtes que ça. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de la façon de gérer les biens séparés, les biens acquis ensemble, la pension alimentaire. Si tu es dans un État où ça existe, ce genre de choses, on parle de gérer l'argent. C'est vraiment de ça dont on parle. Et l'idée, c'est de parler de l'argent à l'avance, puis de mettre ça dans un tiroir et de continuer notre vie en espérant ne jamais en avoir besoin. Mais si on en arrive à un point où on en a besoin, on aura déjà réglé ça. Et puis, avec un peu de chance, on n'aura pas besoin d'avocat et on n'aura pas à se battre à ce sujet. Nous aurons déjà eu la discussion sur la façon dont nous allons partager l'argent, les biens, les actifs et les dettes. Tu sais, je suis curieux de savoir pourquoi les gens sont aussi hésitants à propos des contrats de mariage. Je suppose que ça donne l'impression qu'il n'y a pas assez de confiance dans la relation. Est-ce que c'est généralement ce que les gens disent quand leur partenaire leur dit « j'aimerais faire un contrat de mariage » ? Je pense que ça donne une sensation désagréable à chaque fois. Désagréable, c'est un terme juridique, non? Je pense que ça donne juste une sensation désagréable quand on est amoureux et qu'on va se marier. Je pense qu'on a des cœurs dans les yeux et qu'on est submergé par ces émotions, on est dans le ressenti et c'est très facile de croire que le mariage, c'est uniquement une question d'émotion. Et je pense que les gens échouent à ce moment-là à comprendre que le mariage n'est pas seulement une émotion. C'est une affaire, vous savez, le mariage c'est merveilleux et les sentiments sont merveilleux. Et oui, c'est une émotion et l'émotion est très importante dans un mariage. Mais le mariage est aussi une affaire. Et l'aspect commercial du mariage, l'aspect partenariat du mariage ne peut pas être sous-estimé.
l'aspect partenariat, l'aspect commercial, la gestion du mariage comme une entreprise, tout cela ne peut pas être sous-estimé. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut s'occuper avant de vous marier. Il faut parler de l'aspect financier parce que si vous ne le faites pas et que vous savez, vous vous mariez, puis tout à coup, après le mariage, vous découvrez qu'un des conjoints veut vivre à la campagne et élever des poules, et l'autre conjoint veut vivre dans un gratte-ciel à Miami, créer de grandes entreprises et finir par posséder des avions. Je veux dire, ce sont deux vies très différentes et deux aspects financiers très différents, n'est-ce pas? Alors là, vous avez un problème. Il est essentiel de discuter de ces sujets dès le début du mariage pour éviter les malentendus. Et vous savez, régler cet aspect professionnel et régler votre contrat prénuptial, vous savez, ça amène à ces conversations. Je suis curieux, vous travaillez avec tout un tas d'entrepreneurs fortunés, voire ultra fortunés. Et les entrepreneurs semblent être plus stratégiques que la moyenne des gens, parce que si vous ne l'êtes pas, je ne pense pas que vous puissiez être un entrepreneur à succès. Il faut forcément être au moins un peu stratégique à un moment donné, sinon votre entreprise ne durera pas très longtemps, sauf si vous avez simplement de la chance. Mais trouvez-vous que les entrepreneurs mettent autant de réflexion ou d'attention dans leurs relations qu'ils en mettent dans leur entreprise, ou bien n'y a-t-il aucune corrélation? Vous savez, je pense que tout le monde tombe dans le piège d'aborder les relations avec son cœur et pas autant avec sa tête. Donc, j'aimerais vraiment que tout le monde aborde les relations de manière un peu plus stratégique. Mais je pense que de manière générale, que ce soit dans les affaires ou franchement, les litiges ou les relations, je pense que la stratégie est un domaine dont nous pourrions tous bénéficier un peu plus dans nos vies. Mais c'est ma façon d'aborder le monde, pas forcément celle de tout le monde. Je veux parler de la façon dont les relations peuvent impacter votre entreprise. Je pense que c'est très important. Mais juste pour aborder ce sujet, encore quelques questions. Quelles sont, selon vous, les plus grandes erreurs financières que vous voyez les couples commettre lorsqu'ils entrent dans une relation ou, je suppose, dans le mariage? Je pense que ne pas être sur la même longueur d'onde concernant vos objectifs financiers est l'une des plus grandes erreurs. Vous savez, il y aura toujours un partenaire qui dépense et un partenaire qui économise. C'est assez naturel. Mais je pense qu'il faut avoir une entente sur les objectifs financiers. Il faut être d'accord sur la direction que l'on prend. Et avoir ces réunions de couple. Avoir, vous savez, ce point commun sur ce que nos objectifs sont. Vous savez si nous voulons économiser pour partir en grand voyage ou nous voulons économiser pour acheter une grande maison ou, vous savez, quels sont les objectifs que nous essayons d'atteindre. Vous savez, est-ce qu'on veut que nos enfants soient dans cette école privée ou est-ce qu'on veut faire l'école à la maison ou, vous savez, quels sont ces objectifs et tous ces types d'objectifs ont des conséquences financières pour lesquelles il faut planifier. Et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que, vous savez, un des conjoints a un budget de dépenses très élevé et que l'autre pense qu'on économise pour atteindre un objectif financier, alors ça va être catastrophique. Et très souvent, on entend les gens dire que l'argent ou les finances sont l'une des principales causes d'échec d'un mariage, ce que je ne crois pas forcément. Je pense que c'est le résultat d'un manque de communication. Et la communication, c'est là que ça doit commencer. Quel est votre point de vue sur les partenariats commerciaux entre époux? Pensez-vous que c'est une bonne idée ou non? Vous savez, je pense que ça peut être une belle idée. Je pense que cela peut devenir une entreprise très réussie parce que qui vous connaît mieux que votre conjoint? Vous? Vous résolvez le problème de confiance. Vous devriez. Oui, Si vous ne le faites pas, vous aurez de plus gros problèmes. Mais oui, non, je pense que cela peut donner une entreprise très réussie, très belle. Parce que c'est vrai. Je veux dire, qui vous connaît mieux? Qui connaît vos forces? Qui connaît vos faiblesses? Qui sait avant même que vous ouvriez la bouche? Mais il faut aussi définir très clairement les rôles dans l'entreprise et tout le monde
doit rester à sa place, n'est-ce pas? Vous devez savoir qui fait ce travail et qui fait cet autre travail. Et puis, il faut aussi définir ses rôles à la maison. Donc, vous savez, au bureau, une personne peut être responsable, peut-être la présidente directeur générale, et une autre personne peut être responsable de certaines tâches, et tout le monde doit faire son travail. Et si quelqu'un ne fait pas son travail, il faut pouvoir en parler ouvertement, sans se laisser submerger par ses émotions. Et puis, à la maison, quelqu'un d'autre peut être la présidente directeur générale à la maison, et tout le monde doit rester à sa place. Mais là encore, la communication est la clé. C'est toujours une question de communication au final, que ce soit dans les affaires, la vie, les relations. Tout repose sur la communication. Il vaut mieux trop communiquer que pas assez. Donc, vous avez eu un beau mariage vous-même, un mariage de plus de 18 ans. Nous allons fêter nos 19 ans. D'accord. Donc, évidemment, vous avez compris certaines choses qui ont fonctionné? La vie consiste à comprendre les choses, mais tout tourne autour de la communication. Tout tourne autour de la communication. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton histoire. Et après presque 19 ans, tu as encore une fois compris quelque chose qui a fonctionné. Tu as rédigé ton propre contrat prénuptial, mais tu y as ensuite ajouté une clause d'expiration. Explique ça. Qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui essaie de comprendre? Explique juste ça d'abord. Oui, j'ai rédigé moi-même mon contrat prénuptial. Et bien sûr, il avait son propre avocat et... Tu ne l'as pas représenté. Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai rédigé moi-même notre contrat prénuptial. Et il avait son propre avocat pour en discuter avec lui. Mais j'ai senti que pour nous, ce qui était juste pour nous, c'était qu'après cela, il y avait une expiration de 10 ans. Mais après 10 ans, j'ai senti que c'était suffisant pour que nous sachions que nous avions défié les probabilités et que pour moi, à ce moment-là, vous savez, le concept que ce qui était à moi était à lui, tout ça, vous savez, on aurait dû dépasser ça pour qu'on puisse avoir une sorte de idée que tout nous appartient, vous voyez? Donc, et vraiment, une fois qu'on a dépassé ces 10 ans, on ne se souvenait même plus où était le contrat prénuptial. Eh bien, c'est ça. Les choses changent tellement au cours d'un mariage. Et je suis curieux, ça peut être positif comme négatif, parce qu'on peut établir un contrat prénuptial et puis 10, 15, 20 ans plus tard, la situation a changé. Et ça peut ne pas l'être. En fait, je pense que je ne vais pas mentionner des personnes qui ne font pas partie de ce podcast. Peu importe. Je connais des couples de célébrités où le contrat prénuptial signé au début ne reflétait plus vraiment la réalité de leur situation des années plus tard. C'est vrai. Et ça peut être l'un des problèmes avec un contrat prénuptial, c'est que, vous savez, vous pouvez avoir des biens que vous identifiez comme étant des biens séparés, ou vous savez qui existent au moment du mariage. Et puis, la vie suit son cours, les choses évoluent, et au bout d'un moment, plus rien ne ressemble à ce que c'était. Et donc, soit il faut le mettre à jour, ce qui peut créer du stress ou des ressentiments dans le mariage, soit il faut juste faire avec et essayer de régler ça plus tard, ce qui n'aide pas vraiment, vous voyez. Donc, oui, pour moi, personnellement, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que, vous savez, au fur et à mesure que les choses avançaient, plus rien ne ressemblait à ce que c'était. NetSuite est un partenaire à succès. Maintenant, que réserve l'avenir pour les entreprises? Si vous demandez à 9 experts, vous obtiendrez 10 réponses. Marché haussier, marché baissier, les taux vont monter, les taux vont baisser. Honnêtement, j'aimerais juste que quelqu'un invente une boule de cristal. Cependant, plus de 41 000 entreprises ont assuré leur avenir avec NetSuite par Oracle, le leader des ERP Cloud qui intègre la comptabilité, la finance, l'inventaire et les ressources humaines sur une plateforme unique et flexible. Avec des informations et des prévisions en temps réel, vous regardez vers l'avenir avec des données exploitables. En clôturant vos comptes en quelques jours plutôt qu'en semaines, vous passez moins de temps à regarder en arrière et vous vous concentrez davantage sur l'avenir. Si j'avais eu besoin de ce produit, je l'aurais choisi. Que votre entreprise génère des millions ou même des centaines de millions, NetSuite vous aide à répondre aux défis immédiats et à saisir vos plus grandes opportunités. Profitez de l'opportunité en téléchargeant gratuitement le guide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les directeurs financiers. C'est netsuite.com/Scott Clary. Indeed est un partenaire de réussite.
Supposons maintenant que vous venez de réaliser que votre entreprise avait besoin d'embaucher quelqu'un rapidement. Comment pouvez-vous trouver des candidats exceptionnels rapidement? C'est facile. Utilisez simplement Indeed. Pour le recrutement, Indeed suffit. Plus besoin de lutter pour que vos offres soient vues ailleurs. Les offres sponsorisées sur Indeed vous aident à vous démarquer et à recruter vite. Grâce aux offres sponsorisées, votre annonce apparaît en haut de page pour les candidats pertinents, vous permettant d'atteindre plus rapidement les profils recherchés. Selon les données d'Indeed, les offres d'emploi sponsorisées publiées directement sur la plateforme reçoivent 45% de candidatures en plus que les offres non sponsorisées, ce qui fait une énorme différence. Avec les offres sponsorisées Indeed, pas d'abonnement mensuel ni de contrats à long terme. Vous payez uniquement pour les résultats. Il n'est plus nécessaire d'attendre. Accélérez votre recrutement avec Indeed et les auditeurs recevront un crédit de 75 € pour des offres sponsorisées afin d'augmenter la visibilité de vos annonces. Alors rendez-vous sur Indeed.com/Clary dès à présent et montrez votre soutien à notre podcast en mentionnant que vous en avez entendu parler ici. Indeed.com/Clary. Conditions générales en vigueur. Indeed, l'outil ultime pour recruter. Et alors, quel est le problème lorsqu'il n'y a rien, qu'un divorce survient et que les deux personnes ont contribué et qu'elles ont toutes les deux acheté? C'est à ce moment-là que les avocats interviennent et que cela devient coûteux et désagréable. Alors, quel est le résultat lorsqu'il y a toutes ces ressources partagées et qu'il n'y a aucun plan en place? Eh bien, en fait, la réalité, c'est que tout le monde a un contrat prénuptial, que vous le sachiez ou non. Parce que si vous n'avez pas de contrat prénuptial, vous êtes soumis à la loi en vigueur de l'État dans lequel vous divorcez, car la loi prévoit un plan pour votre divorce. Vous ne savez tout simplement pas ce que dit la loi. Donc, quand vous divorcez, c'est la loi qui détermine comment vos biens seront partagés. Le problème, c'est qu'ensuite, vous pouvez vous disputer sur la façon dont la loi va s'appliquer à vos biens et sur la manière dont la loi va tout répartir. Et parfois, la loi peut être un peu complexe quant à ce que cela signifie. Et vous savez, est-ce qu'on va diviser cet actif ou combien cela vaut-il? Ou ai-je droit à des demandes de remboursement? Et différents États ont des lois différentes sur la façon dont cela s'applique. Et certains États ont une pension alimentaire. Vous savez, nous sommes en Floride et la Floride a une clause de pension alimentaire assez lourde. Le Texas a une loi très limitée sur la pension alimentaire qui s'applique rarement. Il n'y a pratiquement pas de pension alimentaire dans cet État. Discuter de l'endroit où vous divorcez fait en réalité partie de la stratégie. Oui. Je reçois beaucoup d'appels d'hommes qui vivent en Floride et qui ont des obligations de pension alimentaire très lourdes et qui veulent vraiment déménager au Texas pour essayer d'y échapper. Et je dois leur dire, je suis désolée, vous viviez en Floride quand vous avez divorcé, il n'y a pas moyen d'y échapper, vous savez. Donc, encore une fois, c'est peut-être une discussion stratégique qu'on aurait dû avoir plus tôt avant de se marier. Le Texas est un endroit plutôt avantageux pour vivre si vous avez certaines situations. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Et puis, l'autre chose à laquelle tu fais face, et je suis sûr que tu entends ça souvent, c'est ce qu'on appelle le plan fallacy, où les femmes pensent qu'elles n'ont pas besoin de contrat de mariage parce qu'elles supposent simplement que... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je dis aux femmes que l'homme ne peut pas et ne doit pas être leur unique projet de vie. Ce que je dis aux femmes, c'est qu'elles doivent avoir leur propre stratégie pour gagner de l'argent et ne pas se marier pour l'argent. Parce que si la durée moyenne d'un mariage est de 7 ans, ce qui va se passer, c'est que si tu te maries pour l'argent, l'homme avec l'argent va finir par te quitter et épouser quelqu'un de plus jeune, plus mignonne, plus douce, plus jolie. Parce que nous, les femmes, on finit par vieillir, on ne peut pas appuyer sur un bouton pause et rester jeune pour toujours. Donc, j'essaye de dire aux femmes, surtout aux jeunes femmes, qui pensent parfois qu'elles vont juste être jolies, minces, en forme et trouver un mari riche, que ce n'est peut-être pas une très bonne stratégie à long terme. Donc, j'encourage les jeunes femmes à faire des études et à avoir un plan de secours, parce qu'un homme n'est pas un plan.
Aussi, je veux dire, je suppose que si elles pensent simplement qu'elles vont se marier et toucher le pactole, est-ce que c'est aussi simple que ça? Par exemple, si une femme épouse un homme et qu'un an plus tard il veut divorcer, il ne lui donne pas la moitié de tout ce qu'il a jamais gagné. Non, parce que tout ce que je veux dire, dans n'importe quel État, peu importe lequel, dans n'importe lequel des États, tout ce qu'il possédait avant le mariage lui appartenait. Donc, au mieux, tout ce qui s'est passé pendant le mariage, elle pourrait avoir droit à une partie, mais c'est tout. Et oui, je veux dire, tu sais, il y a des femmes qui ont eu un coup de chance grâce à un mariage de courte durée avec un homme riche, mais c'est rare. Donc oui, ça, je veux dire, ce n'est vraiment pas un bon plan. Toutes les femmes ne vont pas devenir une Mackenzie Bezos. C'est ça, exactement. Et tu sais, le plus souvent, ces hommes riches vont avoir des avocats très intelligents qui vont leur dire de faire de bons contrats de mariage. Le train de vie pendant le mariage peut donc être très agréable. Mais dès que, tu sais, quelque chose se passe et que le mariage tourne mal, tu sais, le résultat final sera malheureusement que les femmes vont se retrouver avec un mode de vie très différent une fois le divorce terminé. Raconte-moi une histoire parmi les cas les plus absurdes, sans citer de nom ni donner de détails, juste quelque chose qui mettrait en évidence l'importance de tout ce dont tu parles. Si tu ne le fais pas, voilà ce qui pourrait arriver. Oui, tu sais, et j'ai vu des cas où, tu sais, probablement les cas les plus flagrants de dissimulation d'actifs sont ceux des personnes très fortunées où il y a des avoirs à l'étranger. Parce que, tu sais, maintenant, le gouvernement devient plus malin, mais il existe des moyens de cacher des actifs à l'étranger qui sont difficiles à retracer. Et ce que je dis, surtout aux femmes qui me disent, je sais qu'il cache des actifs. S'il les dissimule dans sa déclaration d'impôt et à l'Internal Revenue Service, je n'ai pas plus de pouvoir que l'Internal Revenue Service. Vous savez, je ne suis pas une meilleure enquêtrice que l'Internal Revenue Service, donc s'il ne le déclare pas sur ses impôts, je ne vais probablement pas pouvoir le trouver non plus, vous voyez. Donc, à moins que vous n'ayez beaucoup de ressources pour me payer afin que j'aille, vous savez, au Liechtenstein ou aux Bahamas ou quelque chose comme ça pour aller fouiner, je veux dire, je ne vais pas pouvoir le trouver non plus. Vous savez, il y a 10 ou 20 ans, il y avait certaines choses que vous pouviez faire sur Internet pour trouver des biens, mais depuis le 11 septembre, beaucoup de ces options ont été fermées. Et Donc maintenant, avec toute la technologie que nous avons, il est plus difficile de trouver des biens cachés en 2020. Ça paraît paradoxal. oui, c'est plus difficile. Ça l'aide vraiment. Avant, on pouvait un peu plus enquêter sur Internet, mais avec toute la sécurité en ligne aujourd'hui, il est en fait plus difficile de trouver des choses. Oui, je veux dire, tu sais, les registres publics sont plus accessibles maintenant, mais tu ne peux pas trouver beaucoup d'informations personnelles qui ne sont pas vraiment des registres publics. Donc, oui, c'est un peu plus difficile maintenant. Ça a du sens. Et dis-moi, donc si tu finis par quitter quelqu'un pour les entrepreneurs, s'ils sont copropriétaires d'une entreprise, est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils devraient penser concernant leur entreprise? Parce que leur conjoint n'obtiendrait-il pas une part de l'entreprise et maintenant ils se retrouveraient sur la table de capitalisation de l'entreprise? Si l'entreprise appartient à la personne avant le mariage, en général, non, mais très souvent, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, si l'entreprise appartient à la personne avant le mariage, puis il y a un mariage, et ensuite il peut y avoir certaines choses, un changement dans la législation fiscale, et le comptable dit qu'à cause de ce changement dans la législation fiscale, je vous recommande de changer la structure de votre entité de ce type d'entité à ce type d'entité. D'accord. Et il change le type d'entité pendant le mariage. Donc ce serait si vous passez d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme, oui, quelque chose comme ça. Cela change la qualification de bien propre à bien commun. Donc, tout à coup, c'est en partie à elle. C'est fou. Oui, c'est ça. Et je veux dire, littéralement, je vois ça tout le temps.
Et l'expert comptable ne comprend pas le droit de la propriété matrimoniale. Et l'expert comptable a maintenant, en gros, créé une situation où l'épouse a droit à l'entreprise que l'homme a créée il y a 20 ans. Et maintenant, ses associés sont désormais associés avec l'épouse. Elle possède des parts dans l'entreprise, lui permettant de voter. D'accord. D'accord. Et donc, tu sais, ce que j'aurais aimé à ce moment-là, c'est que quelqu'un m'appelle en cours de route et me dise « Hey, Michel, qu'est-ce que tu en penses? » Parle-moi de certaines choses que les gens ne font pas bien en matière de stratégie pour leur entreprise, leur croissance. Donne-moi un aperçu de ce qui se passe quand quelqu'un vient te voir et que tu commences à regarder derrière le voile et à voir tout ce qui se passe. Quelles sont les choses auxquelles tu aimerais que plus de tes clients entrepreneurs prêtent attention? Oui, tu sais, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les gens ont tendance à simplement réagir. Tu sais, à tout moment où tu es en affaires, tu es toujours en train d'aller vite. Je veux dire, du moins tu l'espères parce que tu as beaucoup d'affaires. Et tu sais, tu espères avoir du succès ou essayer d'en avoir et tu avances très vite et tu es très réactive. Et ça crée simplement une situation où tu n'es pas capable de planifier ou d'être proactive. Oui. Donc, tu sais, ce que j'encourage les gens à faire, c'est simplement de prendre une respiration et de réfléchir à 5 coups d'avance. Tu sais, j'appelle ça la pensée du 5e coup. Tu sais, réfléchis et prends cette respiration. J'appelle ça pratiquer la pause. Et je dis ça à mes avocates. Je le dis à mes clientes qui sont émotionnelles pendant leur divorce. Je le dis à mes chefs d'entreprise. Respirez un bon coup, pratiquez la pause, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Pratiquez la pause, rassemblez vos pensées et réagissez avec logique. Et puis, la 5e étape, réfléchissez au prochain mouvement, d'accord? Et pensez aussi à l'effet boule de neige. Pensez à quelle sera la contre-attaque. Et ensuite, réfléchissez à quel sera l'effet à long terme. Et ensuite, demandez-vous si nous allons gagner la guerre, pas seulement la bataille, d'accord? Quel est l'objectif ultime? Pas seulement gagner la bataille. Il s'agit donc d'une stratégie de contentieux et de salle de conseil. C'est une stratégie de salon. Votre objectif ultime est important, pas les objectifs à court terme. Et donc, dans ma tête, j'appelle ça la stratégie du 5e coup. J'adore ça. J'allais dire, je pense que la plupart des gens pensent qu'ils sont plus stratégiques qu'ils ne le sont vraiment parce qu'à la seconde où tu reçois un email qui t'énerve, tu réagis immédiatement. Je dois régler ça sans délai. Tu sais, tu as un employé qui a foiré quelque chose. Tu as n'importe quel problème qui arrive. Ça arrive tout le temps et tu sautes directement à la solution, mais ça ne sert à personne. Je pense que nos téléphones portables ont empiré ce problème. Pire est le mot juste. Je pense que nos téléphones portables nous ont rendus plus réactifs parce qu'on peut recevoir un email à 9 heures du soir qui peut nous énerver. En tant qu'avocate, il m'arrive de recevoir un email d'un autre avocat sur l'autre partie du dossier et ça peut m'énerver à 9 heures du soir. Et là, mes pouces commencent à s'activer. C'est ça, il faut faire attention. Et je dois me le rappeler. tu sais, pose le téléphone, éloigne-toi, prends une pause, réfléchis à une réponse stratégique, pas à une réponse impulsive, tu sais. La stratégie s'applique à tout en affaires. Il faut réfléchir et anticiper 5 coups à l'avance. D'après mon expérience, les entrepreneurs ratent souvent d'être stratégiques quant à l'endroit où ils veulent développer leur entreprise, quel type de sortie ils souhaitent avoir, quel type d'étapes importantes, de jalons de revenus, quelle taille ils veulent donner à leur projet. Je pense qu'ils ne sont pas stratégiques à propos de finances, structure, aspects juridiques et sorties. Je pense qu'ils se lancent simplement dans les ventes et le marketing. Et tout le reste, c'est comme, bon, je verrai ça plus tard. Alors, tu vois ça? Tu le ressens plus ou moins? Oui, je pense qu'en général, c'est qu'ils ne savent pas quel est leur objectif
Ils ne savent pas quel est leur objectif, ils ne savent pas ce qu'ils visent, ils ne savent pas où ils vont. Tu sais, si tu ne sais pas où tu vas, comment peux-tu savoir quand tu es arrivé? Et oui, je veux dire, tu te lances juste dans la vente ou le marketing. On pourrait toujours débattre de ce qui est le plus important entre la vente et le marketing, mais tu sais, ce que je dirais, c'est que peu importe ce qui est le plus important entre la vente et le marketing, ce qui compte vraiment, c'est de connaître ton objectif et d'avoir une stratégie pour y arriver. Et oui, je veux dire, je pense que quand les entrepreneurs sont en plein dedans, tu sais, ils réagissent simplement au lieu d'avoir un plan. Et tu sais, avoir un plan pour le marketing, avoir un plan pour la stratégie et avoir, je veux dire, tu peux appeler ça le plan de sortie. Peut-être que ce n'est pas une sortie, je veux dire, Peut-être que c'est un mode de vie. Peut-être que tu le transmets à tes enfants ou c'est ça, c'est ça. Je veux dire, peut-être que leur objectif final, c'est, tu sais, en ce moment, peut-être que leur but, c'est d'avoir assez d'argent pour acheter un avion comme ça. Ils n'ont pas à, tu sais, s'asseoir à côté d'un gamin enrhumé, tu vois, ce genre de choses. c'est que ça a vraiment l'air génial. Je sais, hein? Oui, ça a vraiment l'air génial. C'est vrai, je comprends, pas vrai? Quand tu penses à te fixer une sorte d'étoile polaire en tant qu'entrepreneur ou même juste une étoile polaire dans la vie, parce qu'il y a tellement de similitudes entre toutes les leçons de l'entrepreneuriat, toutes les leçons pour les relations, toutes les leçons pour les objectifs de santé et de bien-être. Elles se ressemblent toutes avec peu de différence entre elles. Il n'y en a vraiment pas. Je veux dire, tu sais, au fond, tout est question de relation, non? Je veux dire, les affaires, on peut dire que c'est différent du mariage, mais au final, c'est toujours moi. D'accord. Je veux dire, peut-être, mais en fait, tout tourne autour de la création de relations et vous, Savez de les entretenir. ces relations, je veux dire, c'est, vous savez, que ce soit d'entreprise à entreprise ou de personne à personne, vous savez, c'est vraiment une question de construire la relation et d'établir la confiance. Et vous avez mentionné qu'il n'y a pas une grande différence et aussi les objectifs de santé. Je veux dire, vous savez, une autre des leçons que j'enseigne, que ce soit à mes clients entrepreneurs, à mes clients en divorce ou aux jeunes avocats que je mentore, une autre des leçons que j'enseigne, c'est de se fixer un grand objectif et ensuite de se concentrer sur les petites choses. Et l'exemple que j'utilise à ce sujet, c'est que je n'ai jamais été une athlète de toute ma vie. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai décidé que j'allais devenir une athlète, j'ai pris une décision, je vais changer ma vie et je vais devenir une athlète. Et je me suis fixé comme objectif de courir un semi-marathon. Et, vous savez, on ne court pas un semi-marathon en faisant un grand saut de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, ce n'est pas un seul grand bond, n'est-ce pas? Donc, c'est une série de petits pas, et certains de ces pas, vous ressentez l'euphorie du coureur. C'est facile, et vous avez l'impression de courir sur le vent, puis vous arrivez vers le 7e kilomètre, et ça fait mal, c'est douloureux, vous savez, et le semi-marathon que j'ai fait était sur de la terre, il y avait de la poussière, j'avais l'impression d'avoir du sable dans la bouche, puis je suis arrivée au 10e kilomètre et j'ai abandonné. Il y avait un banc, je me suis assise et je me suis dit, j'abandonne, j'ai mal aux pieds, je suis fatiguée, il fait chaud, c'était au Texas, comme Une journée qui semble bien maussade. j'étais misérable, j'avais soif, j'avais faim, il n'y avait rien. Je me disais, mais à quoi je pensais? Je ne suis pas une athlète, je ne sais pas ce qui m'a pris, il n'y avait rien d'amusant là-dedans, alors j'ai abandonné. Et puis ma coach est arrivée, elle était derrière moi et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais assise là? J'ai répondu, j'abandonne. Et elle a dit, bon, d'accord. Mais tu sais, ta voiture est là-haut, près de la ligne d'arrivée, donc tu vas devoir y aller de toute façon parce qu'Uber ne viendra pas te chercher. Ici, tu ne peux pas appeler un Uber, tu vas devoir te lever à un moment donné. Elle m'a dit, tout ce que tu as à faire, c'est te lever, et tout ce que tu dois faire maintenant, c'est mettre un pied devant l'autre, puis l'autre pied devant. Donc tu sais, j'ai fini par me lever, j'ai mis un pied devant l'autre, j'ai fait un petit pas, puis un autre petit pas, et finalement, je suis arrivée à la ligne d'arrivée, et je n'étais pas la dernière.
Tu sais, donc tu n'accomplis pas le grand objectif. Tu l'accomplis par petits pas, pas d'un seul bond. Et ces petits pas, certains sont douloureux, d'autres sont formidables, d'autres encore sont insensibles, tu sais, mais ce sont tous de petits pas et ils ne font pas du bien. Ce sont tous des pas différents, tu sais. Le truc, c'est d'avoir ton étoile polaire, ton objectif final et ta stratégie pour y arriver. Sans objectif final, pas de stratégie possible. C'est impossible car tu ne sais même pas où tu vas. Ensuite, tu prends toutes ces différentes versions de pas. J'adore cette analogie, c'est ça mon point. C'est pareil en affaires, dans une relation, pour les objectifs de remise en forme. C'est valable dans tous les domaines. C'est vrai, Effectivement, toute relation comporte des moments difficiles. c'est vrai. Le mariage, ce n'est pas que des petits cœurs dans les yeux qui jaillissent partout. Tu vois? La phase de lune de miel ne dure qu'un certain temps. Non, je veux dire, un mariage, c'est la même chose qu'un marathon. Il y aura des moments dans ton mariage où tu vas t'asseoir et dire « J'abandonne, j'en ai fini avec toi, tu me fatigues, j'en ai marre de toi, j'en ai marre, c'est fini, je ne veux plus entendre un mot de toi, tu vois. » Mais ensuite, tu te relèves, tu fais un pas après l'autre, tu communiques, tu en parles, tu te rappelles pourquoi vous êtes ensemble, tu te rappelles vos objectifs, tu te rappelles que vous avez des enfants, peu importe ce que c'est. Et tu continues d'avancer, tu vois. Oui, il en va de même pour ton entreprise. Tout est une question de relation. Je remercie Cornbread Hemp pour leur soutien à l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les gummies cannabidioles de Cornbread Hemp ont vraiment été un excellent ajout à ma boîte à outils bien-être. Je ne les utilise pas quotidiennement, seulement quand je souhaite me relaxer après des semaines très chargées. Mais ils sont parfaits pour ces moments où vous voulez relâcher la pression et simplement retrouver votre équilibre, vraiment déconnecté du travail. Ce qui rend les produits de Cornbread spéciaux, c'est qu'ils sont fabriqués à la main en utilisant uniquement la fleur de chanvre biologique certifiée United States Department of Agriculture. C'est ça le meilleur. Pour une expérience la plus pure et la plus puissante, sans additifs, sans artifices, juste la qualité pure et complète dans de délicieuses saveurs pastèques, fruits rouges et pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour ces instants où j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me détendre. J'apprécie aussi leur transparence. Chaque lot est testé par un laboratoire indépendant. Vous connaissez donc la composition exacte. Ils proposent une offre spéciale pour tous les auditeurs du podcast Success Story. Les auditeurs peuvent économiser 30% sur leur première commande. Il vous suffit d'aller sur cornbreadhemp.com/success et d'utiliser le code success lors du paiement. C'est cornbreadhemp.com/success. Utilisez le code success pour obtenir 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables gummies. Le HubSpot Podcast Network, partenaire de Success Story, propose d'autres podcasts que vous adorerez si vous aimez Success Story. L'un de mes podcasts préférés est I Digress, animé par mon ami Troy Sandage. Les épisodes durent moins de 30 minutes. I Digress aide à éliminer la complexité, les complications et la confusion dans votre entreprise grâce à des cadres et des stratégies pour atteindre un succès véritable, évolutif et durable. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez écouter le podcast I Digress, l'un des plus utiles pour les affaires. Croyez-moi, faites-vous une faveur et écoutez I Digress où que vous trouviez vos podcasts. Comment choisissez-vous cette étoile polaire? Comment choisissez-vous cet objectif? Comment savez-vous si c'est le bon objectif? Parce que je pense que les gens veulent toujours se fixer des objectifs, mais c'est devenu un mot à la mode et les gens ne savent même pas vraiment, on peut dire, j'ai un objectif. Je veux gagner de l'argent, c'est pour ça que j'ai créé une entreprise. Je veux être marié à une belle femme. Pour moi, une belle femme est la raison pour laquelle je veux me marier. Je veux avoir une famille et être avec quelqu'un que j'aime. Je veux créer une entreprise et atteindre plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais je ne pense pas que ce soit des objectifs assez concrets. Je pense que ce sont des objectifs qu'on nous a dit de poursuivre. Poursuivre des objectifs qui ne sont même pas les nôtres. Et je pense que pas assez de gens font un travail sur eux-mêmes pour découvrir quels sont vraiment leurs propres objectifs. Donc avant la stratégie, on doit d'abord déterminer l'objectif ou l'étoile du Nord qui nous guide. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui veut découvrir quels sont ses véritables objectifs personnels, que ce soit dans les affaires, la vie, le mariage ou autre? Je pense qu'il faut faire beaucoup d'introspection et beaucoup de travail sur soi pour savoir ce que l'on veut vraiment au fond de soi. C'est ça, parce que ce n'est pas toi. Tu ne peux pas te fixer un objectif en te basant sur ce que tes parents t'ont dit que tu voulais ou sur ce que la société te dit que tu veux. Tu sais, ton objectif peut être que tu veux avoir une ferme avec 50 chiens.
Ça peut être ton objectif, et c'est un objectif tout à fait acceptable. Ou ton objectif peut être d'avoir un penthouse dans un gratte-ciel à Miami avec un jet privé, et c'est aussi un objectif tout à fait acceptable. Mais tu dois regarder à l'intérieur de toi et savoir quelles sont tes choses personnelles, ce qui est important pour toi. Et il n'y a que toi qui puisses décider ça pour toi. Tu sais, pour toi, ça peut être d'avoir une situation où tu as la liberté et la flexibilité de faire l'école à la maison à tes enfants. Ou peut-être que tu veux avoir la flexibilité de voyager à l'international pour faire l'école du monde à tes enfants. Tu sais, chacun a des choses qui sont importantes pour lui et ça va être différent pour tout le monde. Donc, tu dois être assez perspicace émotionnellement pour regarder en toi-même, savoir ce qui est important pour toi et ne pas fixer tes objectifs en fonction de ce que les autres pensent être important. Et ces objectifs peuvent changer, tu sais, selon les différentes périodes de ta vie. Tu sais, en ce moment, l'objectif peut être une chose. Tu sais, quand tu es jeune, j'espère que c'est de voyager, de voir le monde et d'être exposé à plein de choses différentes parce que tu es jeune et que tu peux le faire. Mais à 50 ou 60 ans, les objectifs sont peut-être différents, tu sais. Ces objectifs peuvent donc évoluer au fil du temps. Tu sais, mon conseil à tout le monde, c'est de se fixer de grands objectifs, de grands objectifs. N'aie pas peur de voir grand dans ta vie. Même moi, je pense que je n'ai pas vu assez grand dans ma vie. Tu sais, je regarde en arrière sur ma vie et je me dis, tu sais, franchement, j'aurais dû me fixer des objectifs bien plus grands pour moi-même, même si je sais que Et ta carrière? Tu n'as pas encore fini, Je sais, je n'ai pas fini, je me fixe de grands objectifs en ce moment. Mais, tu sais, je regarde encore en arrière et je me dis que j'aurais pu viser encore plus grand. Et tu sais, même quand je conseille de jeunes avocates, j'essaie de les encourager en leur disant que si leur objectif ne leur donne pas un coup dans le ventre, alors il n'est pas assez grand. Si ça ne te fait pas peur, si quand tu te fixes cet objectif, tu n'es pas littéralement en train de vomir de stress dans les toilettes, alors ce n'est pas un objectif assez grand. Eh bien, quel est ton conseil pour quelqu'un dont les objectifs ne cessent de grandir, mais dont le partenaire d'affaires ou le partenaire amoureux n'évolue pas avec lui? Comment gères-tu cela? Je dirais que la réponse est un peu différente selon qu'il s'agit d'un partenaire d'affaires ou d'un partenaire amoureux. Tu sais, il est beaucoup plus facile de changer de partenaire d'affaires. Ah, c'est juste, j'ai toujours pensé qu'un partenaire d'affaires, c'est comme un mariage. Tu sais, J'ai déjà entendu cette expression, mais je ne sais plus ce qu'elle signifie. moi, tu sais, au moins pour moi, je pense que les partenaires d'affaires viennent de relations terrestres. Mon point de vue personnel, c'est que les partenaires de mariage sont peut-être un peu plus spirituels. Donc, pour moi, dans mon système de croyance, je pense qu'il est un peu plus facile de divorcer d'un partenaire d'affaires. Les partenaires de mariage, je pense que pour moi, au moins dans mon système de croyance, c'est quelque chose d'un peu plus à long terme, qui implique peut-être un peu plus Dieu. Oui, bien sûr, oui. Donc, vous savez, je pense que le partenaire romantique est peut-être une question un peu plus complexe. Comment déterminer jusqu'où emmener vos lecteurs dans l'aventure et à quel moment s'arrêter? Quelles sont vos techniques pour les garder captivés tout au long du récit? Et sous l'hypothèse que vous investirez plus d'efforts dans le mariage que dans un mauvais partenariat d'affaires, et c'est une bonne chose. Je pense que tout revient à la communication. Lorsque vous avez dépassé un partenaire d'affaires, il suffit d'en parler et de dire que vous prenez deux directions différentes. Et vous savez, j'ai été appelée à aller dans cette autre direction. Je crois que nos chemins se séparent, nous allons dans des directions différentes. Je ris toujours quand les gens disent qu'ils n'arrivent pas à équilibrer une relation avec leur travail. Lorsqu'une personne a bâti l'une des plus grandes entreprises au monde sans encombre, tout en restant épanouie dans son mariage et en soulignant l'importance de sa femme, de leur relation et de sa réussite. Une stratégie clé est de sortir ensemble et de toujours prévoir du temps l'un pour l'autre. Quelles sont d'autres idées à mesure que vous grandissez en tant que personne, que vos objectifs évoluent, que vous changez? En supposant que vous ne changez pas pour le pire, mais pour le mieux,
Qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne pour que les couples restent ensemble au fil de ce genre de parcours? Oui, écoutez, tout est une question de priorité. Je veux dire, c'est ça au fond. Tout est une question de priorité. L'équilibre de vie est un sujet crucial actuellement, en particulier pour les femmes. Comment parvenez-vous à trouver un équilibre dans votre vie et à tout concilier? Et vous savez, l'équilibre de vie, c'est un peu comme un portefeuille d'action, vous voyez? Au travail, soyez totalement au travail. À la maison, soyez entièrement présent. Et il faut juste compartimenter la vie. Vous savez, dans votre portefeuille d'actions, vous n'allez pas avoir 100% d'actions à haut risque. Vous allez avoir un peu de ceci, un peu de cela, encore un peu de ceci et un peu de cela. Donc, vous voyez, c'est comme ça que votre vie devrait être. Il est impossible d'être à 100% au travail chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux dire, est-ce qu'il y aura des moments où vous aurez, vous savez, une grande réunion du conseil d'administration à venir, ou une grosse opération de fusion-acquisition, ou quelque chose d'important, où vous devrez être présente et donner 100% de vous-même et que cela prendra beaucoup de votre temps? Oui. Ensuite, il y aura la chose à la maison, ou, vous savez, le concert de la chorale des enfants qui passe en priorité, ou le rendez-vous du mardi soir. C'est la priorité. Il suffit simplement de mettre des limites autour de cela. Et cela mérite exactement la même importance qu'une grosse échéance au travail. Et il faut vraiment le traiter comme tel. Et si vous ne le faites pas, cette relation finira par échouer ou la relation avec vos enfants échouera. Vous savez, si vous ne mettez pas de limites autour de ce qui est important pour votre enfant, vous savez, leur match de foot, peu importe ce que c'est, il faut accorder la même importance et mettre les mêmes limites autour de cette chose-là. Autour de cette chose très importante au travail. Et si vous ne le faites pas, alors cette relation échouera et vous savez, c'est comme ça que ça doit être. Et il faut vraiment que ce soit des catégories bien distinctes, vous voyez. Et ça doit vraiment être une priorité pour vous. Et vous savez, tout ce que nous avons, tout ce que n'importe lequel d'entre nous a, c'est du temps. Vous savez, on peut dire qu'on a de l'argent. L'argent n'est qu'un baromètre que nous, vous savez, que nous plaçons ici sur Terre avec de l'importance, mais ce que nous avons vraiment, c'est du temps. Et vous savez, la façon dont nous passons notre temps, c'est vraiment notre richesse. C'est ainsi que nos enfants jugent notre richesse. Nos conjoints jugent notre richesse en fonction de notre temps. Donc, vous savez, nous avons tous la même quantité de temps. Le grand égalisateur, c'est notre temps. Donc, vous savez, le gars qui possède Netflix, vous savez, le sans-abri au coin de la rue, vous savez, nous avons tous, c'est le grand égalisateur. Nous avons tous la même richesse car nous disposons tous du même temps. Beyoncé a les mêmes 24 heures. Dans la journée que vous, que moi, nous avons tous les mêmes 24 heures. Et c'est ça le facteur d'égalisation. Donc, vous savez, c'est la façon dont vous passez ce temps dans votre journée. Alors, égalisez cela et c'est comme ça que vous montrez ce qui est important pour vous. C'est un excellent conseil. Je pense que c'est pour ça que j'aime quand les gens prennent des risques tôt dans leur vie quand ils sont jeunes. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent se permettre de ne pas avoir autant d'équilibre. Ils peuvent dire « je suis célibataire, pas encore marié, sans enfant ». Je peux mettre 95% de moi-même dans mon entreprise ou ma carrière. Mais le problème, c'est quand cet état d'esprit n'existe pas seulement pour une période de ta vie, mais qu'il existe en permanence. Et c'est là que tu as des ennuis, et c'est là que les gens finissent par venir te voir, parce qu'ils ont maintenu ce déséquilibre pendant 30 ans. Et les gens, la chose triste à propos du divorce et des relations qui se brisent, c'est que la plupart des gens mettent tellement d'énergie et d'efforts à essayer de réparer ça. Les années précédant un divorce sont extrêmement douloureuses. Il est crucial d'être conscient de ses priorités et de l'utilisation de son temps. Ce que tu viens de dire est d'une importance capitale. Tu sais, je pense que beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps. Tu sais, dans la phase de séduction, ils passent Tellement de temps et d'énergie. à essayer de l'attraper plutôt que de le garder.
Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? Oui, tu sais, tu as une idée. Je pense que la poursuite est plus amusante. Une fois que tu l'as, tu sais, ce n'est plus aussi amusant d'essayer de le garder. C'est à ce moment-là que c'est le plus important. Et ça, oui, je veux dire, c'est à ce moment-là que c'est plus important, mais ce n'est pas aussi stimulant ni aussi amusant. Et je pense que c'est peut-être aussi sociétal. Tu sais, peut-être que on n'accorde pas autant d'importance ou, tu sais, autant de priorité à la préservation et à... Je pense qu'on devrait, je pense que, tu sais, il y a peut-être une certaine décadence morale et éthique dans la société. Je veux dire, tu le vois, tu vois les chiffres et les données. Je ne pense pas que ce soit sain. Et je pense qu'à l'extérieur, tu sais, on peut débattre des raisons pour lesquelles les gens se marient ou ne se marient pas, mais je pense que en ne se mariant pas et en ne fondant pas de famille, je ne pense pas que les gens soient plus épanouis en étant célibataires. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété et de dépression à propos des rencontres, des finances, du coût de la vie, de ce à quoi va ressembler leur vie. Donc, tu sais, les gens rejettent la religion, les gens sont plus laïques et dans certaines parties du monde, ils s'opposent à ça ou à la famille nucléaire, mais je ne vois pas du tout que la santé mentale de ceux qui s'opposent à ça soit meilleure. Et il y a environ 1 an, le médecin général a publié une étude qui disait que après la pandémie, nous sommes les plus seuls que nous ayons jamais été en Amérique. C'est triste. Après la pandémie. Comme si on en sortait, comme si on n'était plus dans la pandémie. Maintenant, on n'est plus seul. Et nous sommes plus seuls que jamais. Et on peut sortir et socialiser et, tu sais, aller au restaurant et tout ça, mais nous sommes plus seuls que jamais. Et nous, parce que d'une certaine manière, il nous manque une connexion même après avoir pu sortir et nous reconnecter les uns avec les autres. Et pour moi, cette étude qui est sortie a vraiment mis en avant ce point que d'une certaine façon, il nous manque quelque chose sur la façon de vraiment nous connecter les uns aux autres. Et cela en dit tellement sur les amitiés, sur les mariages, sur, tu sais, comme on l'a dit, les entreprises ou les relations. Je souhaite des informations sur la procédure de connexion. Je veux poser encore quelques questions sur l'entrepreneuriat, l'argent, les relations, parce que je pense que tu as une vue de premier plan sur beaucoup de ces sujets, parce que tu travailles dans tous ces domaines. Tu es comme le mélange parfait de la personne qui gère tout ça en même temps. Donc, je suis curieux de savoir si, selon toi et les entrepreneurs avec qui tu travailles, ils réussissent mieux quand ils sont avec un conjoint ou un partenaire, ou bien quand ils sont célibataires, ce noir-là. Est-ce que tu remarques une tendance entre ces deux situations? Je pense que ça dépend simplement de la qualité de la relation. Tu sais, si tu es dans une relation qui te tire vers le bas, alors je ne pense pas que ça favorise ta réussite dans le monde des affaires. Je pense que si tu es dans une relation qui t'élève et qui est bonne pour toi comme fondation, alors ça t'aide à t'élever dans tes affaires. Donc, tu sais, pour moi, ça dépend vraiment. Je pense que si ta relation à la maison est en train de te tirer vers le bas, alors tu serais peut-être mieux sans ça. Tu sais, ta vie professionnelle irait peut-être mieux si tu n'avais pas ça pour te tirer vers le bas. Donc, je vois beaucoup de mes clientes professionnelles. Tu sais, elles peuvent avoir plus de succès après leur divorce parce qu'elles n'ont plus ce poids qui les tire vers le bas à la maison, ce qui ensuite les maintenait aussi un peu plombées au travail. Et puis, après le divorce, elles sont alors prêtes à s'élever après leur divorce, tu sais. Et puis, j'ai d'autres clientes professionnelles qui, après leur divorce, peuvent avoir, tu sais, un nouveau mariage qui leur convient très bien et qui les aide à s'épanouir. J'ai une cliente en tête qui s'est remariée après son divorce. Et ce nouveau mariage lui a donné un nouvel élan. Elle s'est vraiment épanouie dans ce nouveau mariage et a eu beaucoup de succès dans son entreprise après ce remariage. Eh bien, je pense simplement à ma propre vie, comme quand je suis stressé je veux dire, Gina est vraiment une moitié incroyable pour moi. Et chaque fois que je suis stressé,
C'est toujours elle qui m'aide à réaliser que le problème n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Et elle m'aide à me changer les idées du travail et elle me force parfois à décrocher. J'imagine beaucoup trop les choses car je réfléchis toujours excessivement à tout. Et si je n'avais pas cette personne et si je ne l'avais pas dans ma vie, je serais probablement moins efficace. Je serais sans doute comme ça, tu sais, une boule d'anxiété complètement stressée. Donc elle est incroyable. Mais je pense que si j'avais quelqu'un dans ma vie qui n'était pas aussi incroyable et qui était en train de se disputer, de manipuler, peu importe le mauvais comportement, évidemment, la performance baisserait énormément. Je ne pourrais pas fonctionner non plus, car votre foyer serait alors simplement rempli de traumatismes. Effectivement, comme tu le mentionnais, cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Ça peut être la meilleure chose au monde pour favoriser ta réussite, ou bien ça peut détruire toute ton entreprise si tu n'es pas prudent. C'est pour ça que choisir la bonne personne est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Oui, c'est vraiment, vraiment crucial. Quand tu réfléchis aux structures financières, donc, pour les entrepreneurs construisent une entreprise, ils gagnent de l'argent, disons qu'ils gagnent plus d'argent que leur conjoint. Je suppose que ce n'est pas souvent du 50-50 où les deux personnes gagnent la même somme. Il y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre. Quelles sont les bonnes pratiques financières à adopter? Devrait-il avoir un compte bancaire commun ou pas? Qu'en penses-tu? Et ils sont mariés. Ils ne prévoient pas de divorcer, enfin, espérons jamais, mais quelles sont les meilleures choses qui ont vraiment bien fonctionné pour les gens qui, justement, ne divorcent pas? Donc, je pense que ma recommandation, c'est d'avoir toujours des fonds communs. Je pense que c'est bon pour un mariage d'avoir toujours des fonds communs, je pense. Que lorsque les couples que j'ai vus gardent tout séparé, je pense que cela crée simplement un état d'esprit de séparation qui n'est pas bon pour l'unité du couple. Donc, je recommande toujours d'avoir des fonds communs. Mais je recommande aussi toujours que chaque conjoint ait son propre compte qui... Vous pouvez appeler un compte personnel ou comme vous voulez l'appeler, mais un compte d'argent personnel qu'ils peuvent utiliser pour eux-mêmes. Vous savez, pour faire ce qu'ils veulent, qu'ils aient leur propre droit de dépenser comme ils le souhaitent. Pour les femmes, chaque fois que je conseille mes clientes, j'appelle ça leur compte d'argent pour les robes ou quelque chose comme ça. Si elles veulent s'acheter une nouvelle robe, elles peuvent le faire sans permission. Et vous savez, vous pourriez l'appeler fonds de golf ou quelque chose comme ça pour les hommes, ou peu importe. Vous savez, mais je pense que c'est important d'avoir les deux, donc d'avoir le compte. C'est le compte du mariage dont vous discutez lors des réunions de couple. Que vous décidez ensemble, vous savez que c'est cela. Voici le budget, voici combien nous allons dépenser pour le logement, voilà. Et ensuite, nous avons chacun notre compte de dépenses discrétionnaires. Et vous pourriez même avoir plus de comptes que cela. Peut-être que vous avez votre compte voyage. Vous savez, on va mettre cette somme de côté pour les voyages. Peut-être que vous avez le compte pour l'école privée des enfants. Vous savez, on va prévoir ce montant pour l'école privée. Et vous savez, dans la gestion du budget, il y a un livre qui s'appelle Profit First. Je crois que c'est le nom du livre. Et vous savez, c'est plutôt appliqué au monde des affaires, mais on peut aussi l'appliquer au mariage. Vous savez, où l'on a différents compartiments pour différentes choses et on applique ça au mariage. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir un compartiment ou plusieurs compartiments pour lesquels on décide ensemble comment on va dépenser. Mais je pense qu'il est important que chaque conjoint ait un petit compartiment à lui où il peut décider seul comment il va dépenser son propre compartiment. Oui, et je pense que même s'ils ont chacun leur propre compartiment et tous ces différents comptes, le but est d'avoir des conversations sur tous les objectifs financiers et sur la répartition de l'argent. Et je suppose que la meilleure pratique, c'est toujours la transparence totale. Toujours, oui. Et même quand les choses ne vont pas bien dans les affaires, je suppose que tu préconises aussi d'en parler tout de suite à ton conjoint. Toujours. Oui? D'accord, c'est ce que je pensais. Parce qu'on se demande toujours, d'accord, et s'il y a quelque chose
qui ne va pas dans le mariage, il faut l'aborder tout de suite. Mais j'ai l'impression que s'il y a un entrepreneur qui ne réussit pas dans les affaires, il y a un peu de honte. Donc je pense qu'il pourrait cacher ça à son conjoint s'il a peur d'en parler parce qu'il ne veut pas passer pour un échec, tu vois. Donc si l'entreprise ne va pas aussi bien ou s'il y a un procès ou n'importe lequel des millions de problèmes qui peuvent arriver dans les affaires, quand tu ne le dis pas à ton conjoint, je n'imagine même pas que ça puisse bien finir. Eh bien, ce n'est jamais une bonne issue, mais si tu ne fais pas confiance à ton conjoint avec ça, tu sais, avec cette période difficile, je veux dire, c'est justement l'endroit où tu devrais pouvoir faire confiance à ton conjoint. Tu sais, quand les choses vont mal et ton conjoint devrait être ce refuge sûr pour toi. Maintenant, si tu es poursuivi en justice dans ton entreprise parce que tu as couché avec ta secrétaire et que tu es poursuivi pour, tu sais, harcèlement sexuel au bureau, là, c'est tout un autre genre de problème. Un gros lot de problèmes. C'est tout un tas de gros problèmes et tu vas avoir des soucis à la maison comme au travail. Cependant, en supposant que ce soit simplement une baisse d'activité parce que l'économie va mal et qu'il y a des droits de douane qui arrivent. J'ai plusieurs clients, tu sais, qui connaissent une baisse d'activité à cause des droits de douane et tu sais, ils importent leurs matières premières et ce genre de choses. Tu sais, c'est là que devrait être ton refuge. Tu sais, on va traverser des moments difficiles et il faut qu'on trouve une solution, qu'on économise nos ressources et tout ça, ça devrait être ton refuge. Et c'est là que tu devrais trouver cette consolation. Mais tu ne devrais pas ressentir de honte chez toi. Je veux dire, si tu as une bonne relation. Que se passe-t-il si tu veux prendre plus de risques et que tu n'as pas toujours été quelqu'un qui prend des risques? Disons que deux personnes se sont mariées et qu'elles travaillent toutes les deux en contrat à durée indéterminée de 9 à 5. L'une d'elles veut se lancer dans une entreprise. Comment gères-tu cette conversation avec ton conjoint? Tu sais, ça arrive assez souvent. J'ai Aucun doute que ça arrive. Et puis le conjoint dit de quoi tu parles. Surtout quand il y en a un qui veut prendre plus de risques et l'autre qui ne veut pas en prendre. Oui, cela peut s'avérer difficile, vous savez. Et c'est, vous savez, un domaine où, vous savez, l'un des conjoints doit simplement prendre les devants dans le mariage et dire, vous savez, je veux prendre cette décision pour nous. Si ça se passe mal, j'en prendrai la responsabilité, vous savez. Et c'est là que vous voulez avoir, vous savez, votre filet de sécurité financière. Nous avons ce petit pécule. Mais vous savez, je veux aller de l'avant avec cette idée. Très souvent, il arrive qu'un conjoint veuille quitter un emploi salarié et se lancer comme entrepreneur. Vous savez, c'est risqué. Parfois, il faut juste se lancer et se faire confiance. Oui, et je pense que la dernière réflexion sur l'entrepreneuriat, l'argent, les relations, c'est que faites-vous avec vos enfants? Comment préparez-vous vos enfants? Y a-t-il des choses à savoir pour les préparer à réussir, des fonds en fiducie? Je ne sais pas, je n'ai pas encore d'enfants, c'est quelque chose que je dois comprendre, donc je vous demande pour moi, si je gagne de l'argent dans ma carrière et que je suis heureux en mariage, on a parlé des contrats de mariage, on a parlé de mettre en place la structure avant de dire oui, mais qu'en est-il, vous savez, de la planification familiale, de la planification de l'héritage? Parce qu'on ne veut pas que les enfants souffrent à cause d'un divorce, et je pense que les enfants souffrent à cause des divorces. Alors, qu'est-ce que les gens devraient savoir? Vous savez, je pense que les enfants sont résilients et qu'ils prennent exemple sur leurs parents. J'ai vu des enfants qui souffrent du divorce, mais j'ai aussi vu des enfants qui sont résilients et qui s'en sortent très bien. Je pense qu'ils prendront toujours exemple sur leurs parents. Surtout lorsque les parents se disputent et placent leurs enfants au milieu de leur divorce. Vous savez, ce sont eux qui vont souffrir. Les enfants dont les parents disent « Vous savez, nous pouvons… » Les parents peuvent ne pas être d'accord en tant que conjoints, mais nous allons quand même continuer à être coparents. Vous savez, ces enfants-là vont très bien, ils s'adaptent et continuent leur vie. J'ai eu des clientes qui ont divorcé et qui vivaient à quelques maisons l'une de l'autre. J'ai même eu un couple qui a acheté des maisons dont les jardins se touchaient à l'arrière, donc les enfants pouvaient simplement passer d'une porte à l'autre. Ils partageaient la garde et ne se disputaient pas à ce sujet. Les enfants allaient où ils voulaient
et tout se passait bien. Donc, vous savez, le divorce en lui-même n'est pas le facteur déterminant. Vous savez, les personnes qui comprennent que cet ex-conjoint fait toujours partie de la famille, que ses enfants et la famille de ses enfants restent votre famille. Vous resterez une famille unie pour toujours. Et vous allez élever ces enfants ensemble. La famille de ces enfants reste la tienne, tu sais. Donc, le divorce n'a pas à être une catastrophe pour tes enfants. Est-ce qu'il y a des garanties financières que tu devrais essayer de négocier à l'avance pour les enfants ou pas? Tu sais, en fait, la réalité, c'est que tu seras toujours financièrement responsable de tes enfants. Tu sais? Oh non, je voulais dire... Oui, non, non, ce n'était pas la question. Tu seras toujours financièrement responsable. Je voulais dire que dans les phases du contrat prénuptial, il y a des choses que tu devrais dire, genre, peu importe ce qui se passe ou la division des biens, une certaine somme devrait être allouée aux enfants. Bien sûr. Je veux dire, tu peux prévoir ça dans ton contrat prénuptial. Tu peux toujours créer une fiducie à l'avance pour les enfants si tu as les moyens financiers de le faire à l'avance. Toujours créer une fiducie pour les enfants. Des comptes 529 si tu peux. Et tu sais, moi, je ferai toujours ça en premier parce que, tu sais, cette planification à l'avance pour les enfants ne sera jamais inutile, tu sais. Et tu sais, préfinancer les frais de scolarité à l'université, préfinancer, tu sais, tout ce que tu peux mettre dans une fiducie pour les enfants sera toujours mieux pour qu'ils soient là et pris en charge. Alors, Michel, t'as traversé tellement de choses et j'apprécie tout ce que t'as appris au public. Je veux leur donner l'occasion de se connecter avec toi, de te suivre, de découvrir davantage ce que tu fais. Je sais que tu vas publier plus de contenu, peut-être même tes propres podcasts. C'est clair que je crois beaucoup en ce format. J'espère que tu publieras encore plus d'épisodes. Mais où les gens peuvent-ils aller pour te contacter s'ils veulent en savoir plus sur ce sur quoi tu travailles? Oui, le meilleur endroit, c'est les réseaux sociaux à Michelle O'Neill sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Je suis surtout sur Instagram, mais sur tous les réseaux sociaux, c'est là que tu peux me trouver. Génial. Et j'aime toujours poser cette dernière question. Tu as déjà beaucoup partagé avec le public, mais disons que tu devais résumer toutes tes années de sagesse et tout ce que tu as appris en une seule chose. Et l'idée, c'est que tu dois transmettre cette seule chose, cette seule information à tes enfants. Quelle serait cette leçon de vie unique? Pourquoi est-ce si important? Que transmettrais-tu à tes enfants? Je pense que la leçon de vie que je transmettrais à mes enfants serait la même que celle que mon père m'a transmise, tu sais, en espérant le faire d'une manière un peu plus subtile que lui. Mais c'est d'essayer de toujours penser 5 coups à l'avance et de ne pas simplement réagir à la vie, tu vois, d'agir avec réflexion. Avoir une pensée stratégique, anticiper 5 coups à l'avance sur l'échiquier, joue aux échecs, pas aux dames.